J'appelle maintenant Marc Renner, le directeur de l'INSA de Strasbourg, pour la table ronde numéro 3, l'enseignement supérieur et la recherche au service de quelle société? Et je vous laisse, Marc, appeler les participants à cette table ronde. Je vous prie d'excuser le mode de travail complètement numérique, dans la mesure où effectivement j'ai pris au pied levé l'animation de cette table ronde et que je n'ai pas eu la possibilité d'éditer du papier entre-temps. Donc j'appelle pour cette table ronde Madame Julie Joly, Monsieur Mohamed Arfi et Monsieur Denis Jacquet. Si vous voulez bien prendre vos places. On laisserait comme ça, je m'assois à côté de vous. Donc l'enseignement supérieur au service de quelle société? Des pistes pour cette table ronde. Nous allons bien entendu nous préoccuper de l'évolution des générations, l'évolution générationnelle notamment de nos étudiants, de nos élèves ingénieurs, managers, architectes, l'évolution de la manière de travailler et d'entreprendre. Nous avons vu arriver dans nos écoles récemment les étudiants entrepreneurs. À l'INSA de Strasbourg, nous les traitons comme des sportifs de haut niveau. C'est assez similaire. Nous faisons face aux grandes transitions énergétiques, numériques, écologiques. Et enfin, nous participons à la mondialisation de l'économie, bien entendu, mais de l'enseignement supérieur aussi. J'ai la chance de diriger une école qui forme des ingénieurs et des architectes, ce qui permet d'avoir un regard sur l'évolution de la société différent. Et certains ingénieurs deviennent architectes et vice-versa, et ça nous aide beaucoup dans cette démarche. Donc, autour de cette table ronde, Julie Joly, diplômée de HEC, formée aux médias à l'ESCP Europe. Vous êtes directrice du Centre de formation des journalistes, CFJ, depuis 2012, après une carrière de 14 ans dans les médias. Vous avez transformé sa pédagogie, noué des partenariats ambitieux, développé son expertise. Dès 2013, ce centre fut la première école de journalisme en France à ouvrir une newsroom dédiée aux étudiants. Et enfin, en 2015, vous participiez au premier hackathon de réalité virtuelle autour du réchauffement climatique, qui était lancé avec l'Université de Nantes. Donc, pleinement dans tous les sujets de société. Monsieur Mohamed Arfi, vous êtes docteur en économie, expert et référent enseignement supérieur et recherche à France Stratégie. Vous avez récemment, nous avons suivi de près vos travaux, notamment à la fin de la dernière mandature présidentielle et en préparation de la suivante, assuré l'analyse de toutes les questions liant l'enseignement supérieur à l'évolution de la société. Vous allez nous en parler, bien entendu, avec l'observation, notamment aussi via l'OCDE. Monsieur Denis Jacquet, vous êtes diplômé de HEC, mais aussi juriste. Vous avez commencé votre carrière aux côtés de Christine Lagarde, puis créé avec succès votre première société en 1993. On vous dit drogué d'entrepreneuriat, pleinement dans notre sujet, mais aussi passionné par l'intergénérationnel et globalement intéressé par l'évolution de l'économie et de la société. À ce titre, vous avez récemment monté l'Observatoire de l'ubérisation. Donc je crois qu'avec vous trois, nous avons vraiment un panel pleinement dédié à ces questions d'enseignement supérieur et de société et d'évolution de la société. Et je vais de ce pas passer la parole à Madame Julie Joly. Moi, je commence comme ça. Écoutez, bonjour. Alors, moi, c'est un sujet évidemment qui m'intéresse et je vous remercie pour l'invitation. Le CFJ est une toute petite école comparée à toutes les grandes écoles de la CGE. On est une association loi 1901. On diplôme 50 étudiants par an. Donc, c'est vous dire si on est vraiment des artisans de la formation. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet, c'est qu'on a non seulement effectivement rénové le CFJ et sa pédagogie, son recrutement aussi. Donc la question des sélections m'intéresse aussi beaucoup. Quand on veut changer la société, ça passe aussi par le choix des étudiants qu'on va faire et comment est-ce qu'on les choisit. Et il se trouve qu'on a eu tellement de mal à changer l'école qu'on en a créé une deuxième il y a 2 ans, une école post-bac
qui nous permet effectivement de trouver ces profils qu'on avait du mal à trouver au CFJ. Donc, très ravie d'en parler avec vous. Je ne vais pas monopoliser la parole en introduction. Peut-être simplement pour vous dire que je pense que pour nous, l'enjeu, si on veut vraiment être en adéquation avec les attentes des étudiants, mais aussi des employeurs, c'est d'apprendre à nos diplômés à apprendre tout au long de la vie. Et pour ça, c'est pas un mot en l'air. On n'apprend pas à apprendre comme on apprend à respirer. Pour nous, ça veut dire aussi apprendre à se poser les bonnes questions. Et ça rejoint, je pense, ma vocation de journaliste. C'est apprendre à recouper, à vérifier, à s'informer auprès des bonnes sources, à collaborer à plusieurs. Et ça passe par évidemment toute une pédagogie extrêmement adaptée. Mais je laisse la parole à mon voisin. Premier tour, effectivement, de présentation, puis ensuite nous retrouvons plus précisément. D'accord, parfait. Alors, par rapport à la question que vous posez, l'ESR pour quelle société? C'est une question, si je devais plutôt reprendre le conseil de monsieur Jean-Michel Viola, c'est un expert devrait dire je ne sais pas. Donc, faire aussi comme ce que faisaient les anciens cartographes chinois, qui, ne sachant pas ce qu'il y avait au-delà des frontières de la Chine, inscrivaient sur les cartes, au-delà de ces frontières, il y a des dragons. Alors en fait, justement, le rôle de l'expertise et aussi de France Stratégie, c'est de se poser ces questions. C'est-à-dire qu'au contraire, qu'est-ce qui nous attend dans les 10 années prochaines? C'est faire aussi de la prospective, parce que ne pas en faire, ne pas réfléchir à l'avenir, c'est considérer que l'avenir serait à l'image du présent, et c'est une mauvaise analyse. Donc il y a des scénarios, il y a des questions qu'il faut se poser sur l'avenir, quelles sont les priorités, quels sont les choix qui sont proposés à la nation, aux citoyens et aux décideurs politiques. Et France Stratégie, de manière non partisane, ce qui a été fait, vous l'aviez rappelé, je dirais, en amont du débat présidentiel, a lancé sous l'animation de Jean Pisani-Ferry, alors commissaire général à la stratégie et à la prospective, une réflexion globale à 10 ans sur les grands enjeux pour à la fois identifier, comme on dit, les signaux faibles, dans certains éléments à la fois statistiques, mais aussi des analyses qualitatives, pour identifier les enjeux, proposer quelques options de manière non partisane au débat. Et donc, d'ailleurs, les débats sur les questions des priorités éducatives ont fait l'objet de débats à la fois au niveau national et au niveau régional, et votre institution, la Conférence des grandes écoles, y a participé. Je tiens à renouveler encore le remerciement, à la fois en participant au débat, mais aussi avec des contributions écrites qui nous ont été aussi utiles. Donc je reviens peut-être sur la partie analyse après la présentation de mon voisin. Monsieur Jacquet. Bonjour, j'ai encore la voix du matin, il va falloir 10 petites minutes pour que ça s'arrête. On m'a dit que vous étiez tous fatigués, que vous aviez beaucoup bu hier soir, couché très tard, donc je pense qu'on est à peu près tous les mêmes, mais vous ne dormez pas, je suis très impressionné. En fait, la question qu'on a essayé de se poser, les questions qu'on essaye encore de se poser avec l'Observatoire de l'ubérisation, parce que c'est encore une histoire toute neuve, ça a moins de 2 ans, donc on a lancé ça en se disant que, je rebondis sur ce que dit Mohamed Arfi, ce qui est très intéressant dans l'étude de l'histoire, c'est qu'elle est essentielle non pas pour la répéter, mais pour éclairer l'avenir. Et donc, en réalité, l'histoire, c'est juste l'étude de ce qu'il faut ne pas reproduire. C'est ça qui est intéressant dans l'étude de l'histoire, c'est de savoir les erreurs qu'on a fait pour ne pas les reproduire. Et puis la deuxième chose, de sortir de mécanismes tout faits auxquels on assiste beaucoup, très modestement de mon côté, sur l'Observatoire de l'ubérisation, où il y a un grand débat entre les schumpeteriens et les autres. Alors, il y a ceux qui disent Schumpeter, c'est la destruction créative, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer et ça va se recréer. Bon. Sauf qu'on oublie souvent de dire à quelles conditions jusqu'ici ça fonctionnait, notamment la démographie et la croissance, et que c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui en Europe et que nous n'aurons plus. Bon, à moins que tout le monde se remette à arrêter la télé, Internet et de refaire des enfants, on ne voit pas effectivement comment de façon très forte il y a une pression, on voit au contraire qu'il y a un repli des gens ayant peur du futur, ils font moins d'enfants et ils empruntent moins. Il y a 2 choses qu'ils font plus, donc ils font plus l'amour ou préserver et ils empruntent plus parce qu'effectivement ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser. Donc je ne sais pas si ces 2 mécanismes ont un lien quelconque psychologique, ça je laisserai ça aux neuroscientifiques plus tard. Donc
Et la troisième chose qui est intéressante, et c'est ça où le débat fondamental, c'est que tout le monde parle de ces technologies en tant qu'outils technologiques. Personne ne parle de ces outils en tant que vision de la société. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de construire avec ces outils ? Alors, effectivement, soit on peut dire, mais finalement, ce que nous prépare Google, Amazon, enfin les GAFA de façon générale, c'est fantastique. Et d'ailleurs, c'est cette petite musique du « le savoir est inutile » puisqu'il est présent. Sans poser la question de savoir si le savoir de la première page des 5 premières lignes ou celui qui est 3 millions de pages plus loin et que personne ne va jamais voir. Bon. Quelle société ça bâtit ? Qu'est-ce que société va bâtir l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'augmenter, le transhumanisme ? C'est des questions qu'on ne pose pas. D'abord parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais au moins on en connaît les tendances. Mais malgré ça, on préfère l'autruche et regarder dans le sable. Donc voilà, l'observatoire, il est là. Et vraisemblablement, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être avec vous ce matin et de l'être régulièrement, j'ai eu la chance de l'être il n'y a pas encore très longtemps d'ailleurs à Rennes, une population de directeurs d'établissements et à Bordeaux avec la même conférence des grandes écoles. La formation, c'est juste le levier qui va en partie décider de savoir si une partie de ces gens vont pouvoir dire oui, Schumpeter ça marche ou Schumpeter ça marche pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va être capable non pas de recréer des jobs, parce que très honnêtement, aujourd'hui, on va détruire beaucoup plus qu'on va en recréer, mais surtout, est-ce qu'on va être capable d'adapter aux nouveaux jobs éventuels et donner aux gens cette capacité d'adaptation qui va faire qu'ils vont essayer de trouver un chemin dans ce destin assez sinueux et assez sombre qui s'avance à nous. Et la deuxième chose, peut-être qu'on peut aussi résister, pas juste pour faire de la résistance gauloise et de l'Astérix, même à l'heure de l'anniversaire de Goscinny, il y a une très belle exposition, je vous incite à aller voir au musée du judaïsme à Paris, qui est fantastique, sur Goscinny, mais de dire, c'est pas de résister, c'est juste de dire, est-ce qu'on peut pouvoir créer une autre société ? Et ça, forcément, l'enseignement, la formation, qu'elle soit initiale ou professionnelle, est un outil fantastique pour choisir aussi un modèle de société. Merci beaucoup. Madame Joly, y a-t-il une ubérisation du journalisme ? Elle n'est pas récente. Elle n'a pas attendu Uber, l'ubérisation du journalisme. Donc oui, bien sûr, mais qui est plus liée au fonctionnement même des médias qui sous-traitent. Mais il y a effectivement aussi, et je le vois avec les étudiants qui sortent de l'école, de plus en plus d'étudiants qui sortent entrepreneurs des médias. Donc c'est aussi possible dans le journalisme. Et on l'encourage, c'est vrai, des journalistes capables de créer leurs propres médias ou de s'associer pour créer un projet, c'est très bien. Après, il ne s'agit pas pour moi d'un modèle, c'est-à-dire que ni d'un anti-modèle en réalité. Il s'agit d'une voie de sortie possible qu'on accompagne, mais je crois aussi beaucoup, moi, aux Uber internes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des grandes écoles et qui vont transformer le travail dans une entreprise. Donc c'est les fameux intrapreneurs aussi. Donc il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut être à côté du système ou dans le système, mais plutôt de donner aux étudiants la capacité à être maîtres de ce qu'ils vont apporter, apporteurs d'idées, apporteurs de projets. Voilà, ça c'est notre objectif à nous. Et je pense que ça rejoint aussi les attentes de ces jeunes qui ne s'y trompent pas. Ils ont eux-mêmes beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, ils cherchent du sens à tout ce qu'ils font, et ils ont bien raison. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas aujourd'hui, et qu'ils n'ont pas envie d'être le numéro 250 du badge de la cantine. Ils veulent apporter un savoir-faire utile. Juste relancer une question pour Monsieur Dumas. Je constate en observant nos étudiants entrepreneurs que d'une part, ils se lancent très facilement. Certains créent même plusieurs entreprises pendant leurs études. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils ne créent pas forcément ces entreprises dans leur spécialité. Et ils les créent souvent sous ces formes, entre guillemets, d'ubérisation, dont je ne suis pas un spécialiste. Comment vous expliquez cela ? Je pense qu'en fait, d'abord, pendant très longtemps, moi je suis issu d'une génération à qui on a fait une pression relativement forte pour faire des études. Moi, je me suis toujours emmerdé à l'école, très honnêtement. J'ai triché au maximum, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne rien faire. Mais j'avais la chance d'être un bon élève et donc de pouvoir rattraper, vous savez, ces fameux rattrapeurs de fin de trimestre
qui font juste le petit truc nécessaire pour passer dans la classe supérieure. Bon. Mais jusqu'au bac, je me suis vraiment royalement ennuyé. J'ai trouvé l'école ennuyeuse à un point que je me rappelle peut-être de 2 profs j'ai eu mon bac à 16 ou 17 ans, je ne sais plus trop. En 16 ans, je me rappelle de 2 profs. C'est dramatique. Bon. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'école, et monsieur le rappelait tout à l'heure, même si j'ai raté un petit peu le début de son intervention, je suis désolé, mais effectivement, c'est une école de la ségrégation de plus en plus, c'est une école de la paupérisation, c'est une école qui, de plus en plus, une école de la réplication. Hein. Je crois qu'à un moment donné, à Normal Sup, 92 ou 94% des normaliens étaient des fils de profs, donc c'est une école de la réplication élitiste. Hein. Non, loin de moi, pour faire HEC, effectivement, l'idée de critiquer ces écoles, il faut les maintenir, mais plus de la même façon. Et il faut non pas dégrader ces écoles élitistes, mais remonter le niveau des autres. Alors ça relance le débat d'avant, mais on ne va pas rentrer dedans, mais c'est un débat extrêmement intéressant. Mais à un moment donné, de toute façon, l'école et le savoir catégorisent, ancrent, fossilisent même parfois les représentations. Et pour les jeunes de mon époque, être entrepreneur, c'était être patron. Et être patron, c'était forcément être fils de riche. Donc le patron, c'était un riche. Bon. Alors, on oublie que sur 2 millions d'entrepreneurs français, hors ETI, un dirigeant d'entreprise française gagne 1 800 € net par mois dans sa poche, c'est-à-dire moins qu'un salarié qui est à 2 150. Mais dans la représentation générale, l'entrepreneur, c'était ça. Donc déjà, être entrepreneur, c'était, bon, moi de ma promo, en 89, je crois qu'on est moins d'1%. Hein. Aujourd'hui, si on regarde les promos plus récentes, au-delà de 2000, après la bulle Internet, trouver des promos à 10, 15 ou 20%, ça ne doit pas être totalement impossible. La deuxième chose, c'est que les gens, je pense, ont réalisé qu'en réalité, l'idée était plus forte que la compétence. Et qu'à un moment donné, on pouvait s'associer des compétences à la réalisation d'une idée. Donc une fois qu'on a franchi l'idée qu'on peut être entrepreneur, quelle que soit sa provenance, une fois qu'on a réalisé que finalement le fait d'être spécialiste était rarement un avantage pour être entrepreneur, qui est un chef d'orchestre extrêmement généraliste, ben, tout à coup on s'ouvre tous les champs du possible, on a une idée, on a la possibilité de la réaliser, et il n'y a plus d'interdits sociaux, parce qu'en plus c'est valorisé maintenant beaucoup plus d'être enfin entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Donc c'est une question de culture qui évolue qu'un Américain, un Coréen, un Israélien ne s'est jamais posé dans les 30 dernières années. Nous, c'est quand même quelque chose de très récent. Monsieur, comment vous voyez, au travers de votre observatoire, cette évolution de cette forme d'entreprendre ? Alors, comme l'a rappelé à l'instant Denis Jacquet, c'est l'une des 3 transformations qui est identifiée pour les 10 prochaines années, mais pas seulement, qui serait à l'œuvre, c'est-à-dire la transformation qui concernerait en fait les mutations du travail. Donc c'est influencé bien sûr par le numérique. Vous en avez parlé, vous allez en parler encore plus, je pense. Et donc, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer aujourd'hui que les mutations du travail vont tirer que par le numérique. C'est un facteur essentiel, il est important. Mais l'entreprise elle-même se transforme. Les actifs au sein même de ces entreprises, leurs attentes évoluent. Et donc, la combinaison de tous ces facteurs-là vont faire que les mutations du travail pour les 10 prochaines années vont être devant nous. Là, on a quelques signaux, mais effectivement, on l'a dit, il y a des choses qui vont évoluer. Mais il y a 2 autres transformations qui nous semblent aussi essentielles. C'est la transformation écologique et énergétique. Or, nous pensons aussi que dans les 10 prochaines années, les décisions qui seront prises au niveau de la communauté aussi internationale, c'est dans les 10 prochaines années que se jouera, je dirais, l'avenir des équilibres à la fois géographiques et je dirais, humains de la planète. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et la transformation numérique, comme vous l'avez dit, on considère aussi que dans les 10 prochaines années, à la fois avec le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi l'usage des données massives, leurs effets combinés vont être aussi assez transformateurs dans différents secteurs, y compris l'éducation. Okay. Il y a aussi les secteurs des transports, de la santé et tous les autres. Ce que nous constatons aussi, ce qui est important, donc quelle société, c'est la question de la polarisation. Donc il y a à la fois une polarisation qui est territoriale
Elle n'est pas spécifique à la France. Je résume assez brièvement, je dirais, le constat, c'est que dans différents pays, comme en France, on a des métropoles qui se développent, qui créent de l'emploi. Il y a aussi des développements des inégalités au sein même de ces métropoles. Et de l'autre côté, des territoires de villes moyennes, mais aussi des territoires ruraux, qui, pour certains d'entre eux, mais en tout cas beaucoup, peinent à trouver les ressorts de la croissance. Donc il y a une polarisation territoriale assez forte. La deuxième polarisation, elle est plutôt aussi sociale, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que cette croissance tirée par l'innovation, par le numérique, par ces nouvelles technologies, eh bien, en tout cas, au moins à court terme, comme vous l'avez rappelé, ont un impact sur le creusement des inégalités des revenus. Mais au moins à court terme. Effectivement, à long terme, on voit des convergences. Donc ça, c'est important. Et la transformation, en fait, la troisième, qui est très présente, en tout cas peu présente plutôt dans les débats, c'est une polarisation générationnelle. Quand on prend de manière rétrospective sur les 40 dernières années, nos choix collectifs, souvent ont été en défaveur des jeunes. Que ce soit pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement, sur les questions de l'accès au travail, et donc, y compris quand vous regardez en comparaison dans les pays de l'OCDE, la répartition même, je dirais, des dépenses, des ressources allouées à l'éducation et les ressources allouées, par exemple, aux retraites. Donc, ce sont des transformations. Nous pensons que, au-delà de ces phénomènes de polarisation et de transformation, l'enseignement supérieur et recherche lui-même n'est pas juste un système, je dirais, qui ne fait qu'encaisser les effets, je dirais, de son environnement. Mais il y a aussi, lui-même se transforme. C'est-à-dire quand l'enseignement supérieur lui-même se transforme sous différents aussi facteurs. Si je prends que le facteur démographique, qui a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure, la France, dans les années 60, c'est 300 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est 8 fois plus. C'est 2 millions, près de 2 500 000. Le phénomène est aussi international. Je pense qu'effectivement, hier, dans les débats que vous avez eus, il y avait des éléments de projection, de prospective sur les 20 ou 30 prochaines années. Et quand vous pensez que, par exemple, en Chine, le Gaokao, parfois la variation, ne serait-ce que la variation des effectifs de ceux qui obtiendraient un diplôme équivalent au baccalauréat, c'est l'équivalent des effectifs de l'ensemble de l'enseignement supérieur français. Donc ça vous donne un peu l'importance de cette poussée démographique. Mais c'est aussi l'internationalisation. Elle n'est pas juste à travers la mobilité des étudiants. On voit bien, il y a eu un rapport d'ailleurs de France Stratégie piloté par un président appartenant à votre conférence et qui montre aussi toutes ces stratégies de diversification, de la stratégie d'internationalisation des établissements et qui devient aussi importante. Voilà. Ce que nous pensons, c'est que le système éducatif dans sa globalité a devant lui des défis énormes, assez importants. Il y a beaucoup d'attentes, à la fois de la part des actifs, de la part des étudiants et des familles, parce qu'au fond, comme l'a rappelé tout à l'heure Léonard Moulin, c'est que les familles, comme les étudiants, comprennent bien qu'il y a avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, c'est un atout pour, je dirais, se prémunir contre le risque du chômage, parce que, comme vous le savez, le taux de chômage d'un diplômé de l'enseignement supérieur est 2 fois moins élevé qu'un non-diplômé de l'enseignement supérieur, au niveau bac notamment. Donc c'est un avantage certain. Il y a aussi un rendement privé, mais aussi un rendement social. Et ce que nous constatons aussi, ce qui est dans notre système, c'est pas juste une question de système éducatif par cycle, mais c'est un problème des transitions. Si vous regardez notre système, c'est le problème de la transition de l'école primaire au collège. Quand vous voyez le test à l'entrée du 6e, les résultats sont difficiles. Donc, près de 30% n'ont pas le niveau qu'il faut en mathématiques, en français, etc. Vous prenez la transition du collège au lycée avec toute la problématique de l'orientation, et vous prenez la transition, celle sur laquelle on a considéré à France Stratégique, c'était l'une des 15 actions dites critiques, c'est la transition lycée-enseignement supérieur, qui est vraiment problématique en fait en France. Et la dernière qu'il ne faut pas oublier, c'est la 4e transition, c'est la transition vers le monde du travail. Et ça, c'est aussi un défi à tous les niveaux, je dirais, dans notre système éducatif.
qui se passe plutôt bien dans nos écoles. Quant à la transition lycée-enseignement supérieur, elle est au cœur des discussions de la concertation sociale qui a lieu en ce moment, et nous sommes bien entendu dans tous ces débats. Je reviens un peu, vous êtes allé très vite vers aussi les questions d'enseignement supérieur, mais c'est le sujet. Je reviens à une mutation sur laquelle nous travaillons beaucoup dans nos établissements, qui est celle de l'industrie, parce que nous sommes dans un pays industriel, dans une Europe qui se veut fortement industrielle. Quel est le regard votre regard et le regard de vos étudiants sur ce passage à l'industrie 4.0, selon qu'on l'appelle ainsi, ou l'usine du futur, et comment vous voyez cette évolution-là de votre objectif? L'industrie des médias, qui est une industrie aussi, évidemment, s'est totalement transformée et depuis plus de 10-15 ans déjà. Ce qui est frappant dans nos écoles, qui sont les écoles professionnelles, moi je suis dans une école professionnelle, donc on forme vraiment des gens qui à la sortie doivent pouvoir travailler de manière opérationnelle. Il faut qu'on aille plus vite que l'industrie elle-même. C'est-à-dire que quand on crée cette newsroom en 2013, en fait on est déjà en retard. Donc on le fait parce que toutes les écoles sont en retard, beaucoup de médias l'ont peut-être pas encore fait, mais nous on sait qu'on est déjà en retard. Donc on passe notre temps, nous, et du coup avec nos étudiants, et maintenant en fait avec des partenaires aussi industriels, et je pense évidemment au GAFA, mais aussi à d'autres partenaires académiques, notamment à l'étranger. On passe notre temps à réfléchir à ce que seront les usages numériques, dans notre cas, et je parle de nos métiers, des médias et de la création de contenu. Donc, quels seront les usages numériques, quels seront les outils, quelles seront les façons de travailler et de collaborer ensemble. Donc ça, c'est la partie, disons, industrielle. Mais ce qui est... Là, ça fait 5 ans maintenant que je suis au CFJ. Ce que je peux dire, c'est que on aura beau essayer d'anticiper, on sera toujours en fait un peu en retard parce qu'on n'est évidemment pas dans le centre de la centrale nucléaire, de la recherche qui demande beaucoup d'énergie. Donc on y consacre beaucoup d'énergie. Ce qui est certain, c'est que maintenant on sait qu'au-delà des outils, il y a des savoir-faire et des savoirs qui vont permettre à nos étudiants d'anticiper aussi à leur échelle ces mutations. Et je pense notamment à ces savoirs. Donc, on se pose nous toujours la question de savoir quelle est la culture générale aujourd'hui pour un étudiant. Est-ce qu'il faut qu'il sache coder? Est-ce qu'il faut qu'il sache ce qu'est exactement le blockchain? Est-ce qu'il faut qu'il ait compris et qu'il sache faire de la réalité virtuelle? Il faut qu'il comprenne tout ça, et ça demande beaucoup de travail. On ne va pas faire des experts absolument techniques de tous ces points, mais il va falloir qu'ils sachent parler à tous ces experts-là. Voilà. Donc, pour revenir à la mutation industrielle, la première mutation qui nous concerne, nous, en tant qu'école, c'est celle de faire travailler nos étudiants avec toutes ces expertises-là. Donc, d'où l'importance pour nous de les faire travailler avec des ingénieurs, avec des chercheurs, avec des industriels en permanence. C'est ça l'impact que je dirais très concrètement sur l'école. Et aussi les associer en amont à ces travaux de recherche. Donc, nous, nos étudiants, quand on fait de la VR, on les fait travailler sur des projets qui sont eux-mêmes extrêmement empiriques. Et on n'a pas peur d'être, pour le coup, trop en avance. On ne sait pas s'il y aura des applications, mais il faut qu'ils puissent déjà se projeter. Du coup, je vais poser la question à M. Dumas. Dans cette... Pardon, Jacquet, pardon. C'est bien Dumas aussi, hein. En termes littéraires, je préfère être Dumas que Jacquet, hein, c'est clair. Veuillez m'excuser. Non, je vous en prie. Du coup... Comment vous voyez dans cette industrie du futur, dans cette industrie 4.0, justement ces nouvelles formes de travail et d'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont finalement à côté de tout cela, ou au contraire, est-ce qu'ils vont se greffer sur cette évolution-là et dans ces entreprises-là? C'est une bonne question. Hein. C'est une question de concours d'entrée dans une grande école. En fait, je pense qu'il y a des mots qui changent tellement fondamentalement de sens que je me demande si... Alors évidemment, pour l'instant, il y a encore des industries, il y a encore même des usines, il y a même encore de l'acier, il y a même encore des producteurs de voitures. Donc, à force de parler du digital tous les jours, on a l'impression que tout s'est arrêté au digital et qu'il n'y a que le digital, mais il y a toujours des boulangers, il y a toujours des charcutiers, il y a toujours des jardiniers. Et je veux dire, ce sera certainement les moins ubérisés, contrairement à un certain nombre d'autres professions très qualifiées qui vont être touchées en premier par l'automatisation, et ce n'est pas ces professions.
Donc, il y a industrie et industrie. C'est-à-dire que l'industrie du futur, très clairement, c'est une industrie beaucoup plus servicielle. On le voit bien, progressivement, le monde devient service. Et parce qu'il y a une métropolisation très forte de l'humanité, ben on est dans un service à la personne sur des territoires concentrés, d'ailleurs assez déshumanisés, mais ça c'est encore une autre question, d'aménagement du territoire. Là aussi plutôt assez inégal en termes de composition de population, avec l'hypercentre qui sera réservé à ceux qui en ont les moyens et puis l'hyper-extrémité à ceux qui ne les ont pas. Mais en tout cas, l'industrie, on voit bien qu'elle cède le pas progressivement ou qu'en tout cas, elle se transforme en un service. Et que le produit se transforme en un usage et un service et plus un produit en tant que tel. Aujourd'hui, de moins en moins de gens vendent des produits. Ils vendent une expérience autour d'un produit, ils vendent un service autour d'un produit. Et d'ailleurs, ils ne le vendent plus, maintenant, ils le louent. Regardez les pubs à la télé. Avant, on nous parlait toujours de l'achat d'une voiture. Maintenant, c'est à partir de 119 € par mois. Ça y est, c'est fini. On a tous compris qu'acheter une voiture qui perdait 40% de sa valeur dans les 2 premières années était une stupidité totale. Bon. En plus, si vous n'êtes pas le copain d'Anne Hidalgo, avoir une voiture, c'est juste la plus mauvaise idée du monde. Bon. Donc, sauf si vous avez envie de faire un des 546 km de bouchons au quotidien est à Paris, en étant doublé par des patinettes électriques et des scooters absolument cinglés qui vous doublent de tous les côtés. Donc, du coup, l'industrie, je m'échappe un peu du sujet peut-être. L'industrie, excusez-moi, ramenez-moi à la maison. Donc, l'industrie se transforme parce que la façon qu'ont les gens de consommer les biens et les services se transforme par quelque chose qui passe de la propriété à l'usage, par quelque chose qui va de plus en plus, du fait de la raréfaction des emplois, conduire à une économie du partage, pas au sens ashram du terme, on s'embrasse sur la bouche, on se donne des fleurs et on s'aime, mais au sens collaboratif. Aujourd'hui, il y a 600 banques d'heures aux États-Unis, 400 banques qui vendent de l'heure en Angleterre, il y en a une en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la monnaie n'est plus de l'argent, mais du temps. Donc les gens collaborent et se rémunèrent en heures. Bon. Donc ça signifie qu'on est à l'aube de transformations fondamentales. Et donc je pense que là, pour le coup, si ça nous ramène au sujet de l'éducation, on n'est pas du tout prêt à ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi je ne veux pas qu'on renonce au savoir, mais il ne faut plus faire du savoir l'unique alpha et oméga de l'éducation. Pourquoi ? Parce que si Google réussit son pari, ce que je ne souhaite pas forcément, c'est-à-dire de nous faire vivre au-delà de 120 ans, imaginez la pertinence de notre savoir à 119 ans quand on sera sorti de l'école à 23. Donc, du coup, le savoir ne doit plus être l'alpha et l'oméga. Parce que le savoir, dans un système tel que la France, où on a fait des écoles élitistes, a fini par nous faire croire à nous, anciens étudiants de ces écoles, que parce qu'on a su, on saura toujours. Et ça a développé une forme d'arrogance terrible qui fait que toutes ces grandes écoles qui dirigent le pays, de l'ENA à d'autres écoles qu'on connaît bien, quand on regarde le résultat du pays 30 ans après, on pourrait se dire que c'était peut-être mieux de le confier à des autodidactes. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on confond le savoir, le quotient intellectuel avec le savoir et le savoir avec la compétence. Et que là, du coup, cette compétence et ce savoir va être questionné en permanence pendant une durée de plus en plus longue, à une vitesse de plus en plus accélérée, et que ça ne peut plus être ça, ni le quotient intellectuel, etc. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir faire une sélection sur d'autres critères. Alors, à nouveau, souvent, on me reproche d'en parler souvent, mais moi, j'en fais pas un dieu, mais quand on regarde les Simplon, les écoles 42, etc., ils ont décidé de recruter les gens avec une vraie sélection. Elle est dure, elle est même impitoyable, mais plus du tout sur les mêmes critères. Et on s'aperçoit qu'un gamin, une gamine, ou même un adulte, peut être très bon dans ce domaine du code, sans être un super mathématicien, avoir fait allemand seconde langue, ou même latin à un moment donné. Donc il faut qu'on arrive à faire ça. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'on va transformer les gens. Donc on ne sait plus quelle matière on est en train de travailler. C'est-à-dire que quand vous regardez les premières études neuroscientifiques qui ont été faites sur le cerveau des moins de 8 ans, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de l'iPhone, qui a 10 ans cette année, on s'aperçoit que leur taux de mémorisation baisse, que leur taux de concentration baisse, que leur capacité à faire plusieurs choses en même temps s'améliore et que progressivement, ils vont, parce que le cerveau humain est fait comme ça, vous êtes aveugle, vous développez d'autres sens, vous êtes sourd, vous en développez d'autres, il va forcément développer d'autres qualités. Donc c'est-à-dire que même la matière, le savoir qui demande de la mémoire n'existera plus. Ce qui arrange plein d'acteurs du digital qui se disent chouette, la mémoire, ça sera cette fameuse intelligence collective, comme si la somme des stupidités
possibilité de créer une intelligence, mais admettons. Bon. Mais à un moment donné, on va dire, déportez-le vers nous. L'intelligence, c'est nous, ne t'inquiète pas, elle est objective. C'est vrai que Google, c'est juste objectif, ce qui sort des recherches de Google. Bon. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre qu'en plus, nos enfants, les plus jeunes, ceux de moins de 10 ans aujourd'hui, ne seront plus les mêmes demain. Donc on ne peut même pas les former de la même façon. Et ils vont être affrontés à un monde où l'accélération est telle que la plus grande qualité qu'on pourra leur offrir, c'est de savoir s'adapter, de savoir être multitâche, de savoir transgresser les frontières et de se dire que même s'ils ont été formés sur quelque chose, ils devront peut-être faire autre chose. Et regardez, dans l'Observatoire, on a notamment, alors il y avait vous, il y avait des membres de la conférence des grandes écoles, mais on avait Thierry Marx. Imaginez ce Thierry Marx, qui est juste, pour moi, une de mes plus belles rencontres des 10 dernières années. Bon. Comme Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, il y a des gens comme ça que je trouve exceptionnels. Mais ce type, aujourd'hui, sorti du système scolaire, issu d'un milieu modeste, sachant pas lire et écrire à 16-17 ans, qui aujourd'hui l'inviterait sur une scène à s'exprimer partout, tous les jours, avec des prix qui lui sont remis? Parce qu'à un moment donné, effectivement, il a eu sa première étoile, et puis il a fait cette cuisine moléculaire, et tout à coup, on lui donne enfin la parole. Mais dans le système français, un type comme ça n'a jamais la parole. Il n'a pas fait une grande école, on ne pourra pas mettre sur sa tombe, il a fait l'X ou il a fait HEC. Alors ça, c'est le truc terrible, dans la nécrologie du Figaro, pas pouvoir dire qu'on enterre quelqu'un qui a fait l'X, c'est juste, on ne sait plus quoi écrire. Bon. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment la possibilité de dire qu'on va donner leur chance à des parcours différents, parce que vraisemblablement, quelqu'un qui est aujourd'hui jardinier ou cuisinier a certainement plus d'avenir qu'un ingénieur ou une école de commerce de très haut niveau. Donc, il va falloir faire la sélection d'une autre façon. Et donc, c'est ça qui nous attend. Et je reviens à votre question. L'industrie se transforme, l'être humain se transforme, le digital pousse à transformer l'être humain parce que ça l'arrange de récupérer sa pensée dans le cloud, c'est déjà en test aujourd'hui, de produire une intelligence artificielle, de faire un homme augmenté, de commencer par le réparer pour ensuite le bricoler. Et tout ça va transformer totalement le rapport qu'on a aux choses, aux gens et au temps. Le digital tue la frontière, l'espace physique, et il tue aussi le repère au temps et à l'espace. Donc, en fait, tout est remis en cause. Et ça, à nouveau, la formation va donc devoir développer plus des qualités personnelles très fortes d'adaptation, de curiosité, de remise en cause, ce pourquoi on n'est pas les mieux armés dans les grandes écoles. Donc une nouvelle forme aussi de l'enseignement supérieur, où le collaboratif va aussi prendre plus d'importance. Monsieur Arfi. Oui, je voulais juste ajouter que la question de l'industrie, en fait, 4.0, mais ce n'est pas seulement une question de l'industrie 4.0, mais aussi des services. Même si, comme vous le savez très bien, au sein de l'industrie, il y a très peu maintenant de produits industriels qui sont vendus sans qu'il y ait un service associé. Donc la frontière industrie-service est parfois assez floue. C'est que, en fait, tout cela s'opère dans un contexte quand même de compétition mondiale. Et ça, il faut le rappeler. C'est vrai que c'est devenu quelque chose, je dirais, d'implicite, mais il faut rappeler, on est dans une compétition mondiale qui s'accélère, qui s'intensifie, et qui touche y compris la question du savoir. Quand vous prenez que des indicateurs comme les investissements en matière de recherche et développement, je fais d'ailleurs une parenthèse pour, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être que c'est déjà le cas, la recherche et développement, on parle d'investissement, mais c'était plutôt une considération, je dirais, des experts économistes, pour dire la R&D c'est quelque chose d'un investissement parce que c'est productif, etc. Mais sachez que au niveau des comptabilités publiques, eh bien, la R&D a été inscrite que depuis 2014, dans le cadre d'une harmonisation mondiale, des normes comptables publiques. Aujourd'hui, l'INSEE, si vous regardez sur le site, à partir de depuis mars 2014, les dépenses de recherche publiques et privées, donc c'est un peu plus de 40 milliards, ont intégré dans notre comptabilité nationale le volet investissement. Ça fait partie des investissements. Ce n'est plus une consommation ou une dépense quelconque. C'est un investissement. Ce n'est pas encore le cas pour l'enseignement supérieur. Alors qu'effectivement, pour le moment, tous les experts considèrent que l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est aussi un investissement. On investit dans les ressources humaines, dans les compétences, dans les savoirs. Mais pour le moment, déjà une partie de ce ESR, la partie R de recherche, est aujourd'hui, dans le cadre de cette normalisation mondiale, est considérée comme apportant de la richesse
Donc c'est une traduction comptable, mais c'est assez récent, c'est 2014. Donc ça c'est important. Et la compétition mondiale, quand vous voyez les dépenses notamment de pays comme la Chine, qui a déjà en 2012 avait dépassé 12% de la R&D mondiale, donc ça a dépassé 2 ou 3 fois en fait déjà la France. C'est pas seulement juste une concurrence en termes de dépenses, mais aussi en termes de convergence technologique, qui n'est pas totale, mais quand même, je dirais, l'accélération de cette convergence est assez impressionnante qu'on constate ces 10 dernières années. Et donc par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que ces évolutions, je dirais, de l'industrie 4.0, mais aussi des services, tirées notamment par la transformation numérique, mais pas seulement, donc par la robotique, par l'automatisation, et par le développement qui va être devant nous de l'intelligence artificielle, va faire qu'il y aura des mutations du travail très importantes. Donc le système éducatif doit pouvoir, et ça serait son devoir, de préparer aussi les jeunes à faire face à ces évolutions. Donc capable d'évoluer. Et capable d'évoluer, c'est pour aussi affronter cette compétition en fait, mondiale qui demande des évolutions sans cesse. Alors capable d'évoluer, il y a plusieurs caractéristiques, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je veux juste rappeler une des caractéristiques, c'est la question de la culture et de l'esprit critique. Vous prenez les analyses actuelles, notamment y compris au sein de la CDE, la question d'esprit critique dans l'enseignement supérieur est considérée comme une question cruciale. Parce que l'esprit critique, c'est aussi la créativité, c'est important. Et créativité, peut-être aussi, c'est pas seulement l'innovation, la créativité dans tous les domaines. Et donc ça, c'est essentiel. Donc aussi, un défi, c'est de pouvoir transmettre, comme vous l'avez dit, à la fois pas seulement des savoirs, mais des compétences, et permettre à ces jeunes de s'adapter, mais pas négativement. C'est pas juste encaisser des évolutions, mais être actif aussi de ces transformations. Mais l'évolution générationnelle de nos étudiants nous amène quand même vers un esprit critique différent. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être... Oui, l'esprit critique, c'est un peu le cœur du travail d'un journaliste normalement, quand il est bon. Et c'est le cœur de ce qu'on a essayé de faire aussi à l'école W. Donc je partage absolument votre analyse, c'est évidemment central. Mais la bonne nouvelle, parce que moi j'ai quand même cru que c'était impossible d'enseigner l'esprit critique. On avait le sentiment qu'on devait recruter des étudiants qui avaient déjà l'esprit critique et qui ensuite allaient apprendre un métier. En fait, ça s'apprend. Enfin, je plaisante parce que vous le savez aussi. On le sait tous que ça s'apprend, mais savoir comment ça s'apprend, c'est encore une autre paire de manches. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, moi je suis certaine et convaincue que les grandes écoles et beaucoup d'écoles, y compris de secondaire aussi, de lycée, innovent dans leur pédagogie et ont tous ces enjeux en tête. Je le vois à chaque fois que je croise des gens, donc je suis convaincue des progrès dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des méthodes expérimentées, éprouvées pour enseigner cet esprit critique et aussi pour recruter les étudiants qui ont un potentiel à apprendre ces compétences-là. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus, nous, à 18 ans, des étudiants parfaitement scolaires qui ont tout réussi et qui ont fait la preuve de leur capacité à répéter ce qu'ils ont appris, à mémoriser ce qu'ils ont retenu. On regarde chez eux leur capacité à interroger leur environnement, à partager un savoir-faire et à se remettre en question déjà à leur échelle. Et alors, je vais vous dire, un truc qui m'a frappé aussi, c'est que ça nous implique, nous. C'est-à-dire que si on veut être l'école, si on veut faire partie de ces écoles capables de susciter cet engagement, il faut qu'on ait un esprit critique très fort envers nous-mêmes. Il faut être capable soi-même chaque année ou même chaque semaine envers nos étudiants d'ouvrir les vannes de la critique constructive. Et je distingue très bien en étant journaliste la critique et les critiques. Voilà. Mon témoignage personnel. Je pense que nous sommes mûrs pour quelques questions dans la salle qui vous mettront de rebondir. Bonjour, je suis Benjamin Maurice de l'ESCA. Tout d'abord, merci d'avoir stimulé nos réflexions sur ces éléments prospectifs extrêmement intéressants. Moi, j'aurais une question pour prolonger un peu les réflexions.
sur les séquences que vous anticipez en termes de compétences individuelles et collectives liées à toutes ces nouvelles formes d'organisation du travail. Je m'explique, dans un certain nombre de secteurs d'activité, c'est vrai que ça ne concerne pas toutes les activités économiques, on voit externaliser de l'entreprise de plus en plus des activités liées à la créativité, à l'innovation, notamment dans le monde du design thinking. Ce qui signifie qu'on met en compétition des individus qui ne sont pas employés de l'entreprise, qui concourent à titre individuel à des projets d'innovation et qui finalement vont apporter leur contribution à une entreprise de façon ponctuelle. In fine, l'entreprise va accepter de déléguer une partie de son avenir, de ses projets de développement à l'extérieur. Donc, est-ce qu'in fine, on ne risque pas déjà collectivement de perdre un petit peu en compétences, de compétences distinctives, davantage comparatives des entreprises, si elles acceptent d'externaliser tout ce qui est lié à leur développement, à leur innovation? Et à titre individuel, si les personnes passent une partie non négligeable de leur temps professionnel à concourir, à administrer aussi leurs propres compétences pour trouver du travail, est-ce que ça risque pas aussi de menacer leur créativité, leur potentiel, parce qu'ils vont consacrer une partie non négligeable de leur temps à gérer leurs compétences, alors que dans les formes traditionnelles d'organisation, il y avait des fonctions dans l'entreprise pour s'en occuper? Ça, c'est une bonne question. Pour un vendredi matin. Alors, la forme de travail à laquelle pousse à nouveau, c'est le phénomène de l'ubérisation, tel qu'on l'a appelé, qui est en fait un phénomène de plateformisation, et qui à nouveau représente encore une toute petite partie de l'économie, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de place dans le journal de 20 heures, mais ça prend encore peu de place dans l'économie. Même le e-commerce représente moins de 2% du PIB mondial, 1,5 ou 1,8, enfin 2%, donc c'est encore infinitésimal. Bon. Et néanmoins, ça s'accélère très vite. Regardez Amazon et Whole Foods cet été, et puis tout à coup derrière Walmart et Google qui s'associent. Bon. Donc, c'est quoi les formes auxquelles pousse cette plateformisation? Les plateformes de digital sont des plateformes qui perdent de l'argent. Donc il n'y a quasiment aucune plateforme qui gagne de l'argent, de Uber à Deliveroo, et même regardez plus loin, pour les plus âgés d'entre nous, Skype, ça cherche toujours son modèle, Twitter, ça cherche toujours son modèle. La plupart des boîtes du digital perdent de l'argent aujourd'hui. Amazon a perdu de l'argent très longtemps, et à part le cloud, où il s'engraisse fantastiquement, mais comme toutes les boîtes du cloud, pour le reste, il est toujours plus ou moins à l'équilibre parce qu'il réinvestit en permanence. Mais ça pousse à quoi? Ça pousse à des organisations parce qu'elles sont incapables de gagner de l'argent, qui sont totalement variabilisées, flexibilisées et externalisées. Ça veut dire qu'une plateforme n'a pas pour objectif d'embaucher des salariés parce qu'elle ne peut pas se le permettre. Donc il lui faut une activité totalement variable et totalement flexible. Dénuée de tout engagement normatif. Alors, Dieu sait, si en France on sait ce que c'est qu'une norme, 400 000 normes, 80 codes, c'est juste de l'auto-suicide. Si on veut tuer un pays, c'est juste la façon dont il faut le faire. Et puis accessoirement, philosophiquement, un pays qui norme à outrance son engagement est un pays qui ne fait pas confiance à ses citoyens. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ça veut dire qu'elles externalisent. Ce qui signifie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'innovation dans les grands groupes. Je suis un peu caricatural, mais un grand groupe n'est pas fait pour innover parce qu'il n'est pas fait pour prendre des risques. Un grand groupe progresse à l'extrême et l'assurance de la réplication des process fait qu'on minimise au maximum les risques pour faire en sorte que la machine soit huilée et fonctionne. Donc ce qui fait que d'un moment, le seul carburant de l'innovation étant le risque, un grand groupe, de façon complètement génétique, j'allais dire, n'est pas fait pour innover. Et d'ailleurs, les grands groupes n'innovent pas. Et même Google aujourd'hui, qui est devenu un grand groupe de 150 000 personnes, n'innove plus. Il achète à l'extérieur. Donc ce qui signifie que de toute façon, l'innovation n'est plus dans les grands groupes. Il y a de l'amélioration, mais il n'y a pas d'innovation. Il y a de l'amélioration, mais pas de disruption. Jamais de disruption. Parce que le premier qui prend un risque qui n'est pas payant, se couper la tête, donc personne n'a envie de se faire couper la tête dans une grande entreprise. Le système est auto-censurant, il est auto-castrateur. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va voir des masses de gens qui vont être mis en œuvre pour rendre un service à une plateforme qui les met en forme
pour rendre le service au client. Ça, c'est le premier point. C'est un Uber, c'est un Deliveroo, etc. Et de l'autre côté, quand ils veulent innover, ils vont faire appel à l'extérieur. Là, je sais pas, une boîte française qui s'appelle Creads. C'est des centaines de graphistes qui peuvent vous proposer un logo. Ils nous ont fait toute la couverture du bouquin. C'est Creads qui nous le fait, etc. Et pour 590 €, j'ai eu une couverture qui m'aurait coûté 3 ou 4 000 € chez n'importe quel graphiste. Donc, ils se mettent en compétition. Alors, quand vous dites qu'effectivement, ils vont passer du temps déjà à vendre leurs compétences et en plus les adapter, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont plus se reposer sur une compétence à un moment donné, mais ils vont bien se poser sur une compétence qui est toujours renouvelée, qui fait que par le phénomène du digital qui note, ils vont toujours être bien notés, donc toujours ils seront appelés et toujours ils auront un volume d'emploi. Donc en fait, c'est plutôt sain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils consacrent une partie de leur activité non pas à gagner de l'argent, mais à prévoir les compétences nécessaires pour qu'ils continuent à en gagner plus tard. Bon. Et après, la grande difficulté de ces entreprises, ça va être de faire vivre plein de micro-organismes extérieurs qui ne sont pas les leurs. La question est posée de savoir si est-ce que ça existe vraiment une culture d'entreprise dans laquelle les gens se sentent tous membres de Total, d'Alstom, d'Essilor, de Michelin, ou est-ce qu'on peut arriver à faire la même chose des gens qui ne sont pas vos salariés? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment, on va voir. Mais, très honnêtement, quand vous êtes pompiste au Venezuela de Total, je ne suis pas sûr que vous sentiez une adéquation très forte avec la marque Total, les valeurs de la... Bon, j'ai un boulot qui me rapporte 350 $ par mois, ça fait vivre ma famille, que ce soit Total ou un autre, je m'en tape complètement. Donc du coup, la culture d'entreprise, pour moi, c'est juste un truc qui alimente les frais quotidiens ou les honoraires quotidiens des consultants de la Terre, qui vous vendent tous ces trucs. Alors un jour, c'est le knowledge management, 10 ans plus tard, c'est l'entreprise libérée. Il y a toujours un truc à la con qui vaut très cher et qui permet d'alimenter ces réflexions inutiles, mais sur le reste, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, la difficulté va être maintenant principalement d'organiser des infiniment petits, les coaguler pour qu'ils fonctionnent ensemble, qui rendent un service. Et votre dernière question était sur comment je me distingue si tout le monde fait appel aux mêmes compétences à l'extérieur. En réalité, regardez une boîte, je finis, excusez-moi, c'est un peu long. Regardez une boîte comme Rocket Internet, une boîte allemande qu'on a accusée au début, justement, ils ne copiaient que tous les sites qui marchaient. Il dit, tiens, ça marche, je vais faire la même chose. Tout le monde a dit, ces Allemands, quels minables, ils font que répéter, etc. Ben ouais, mais donnez à quelqu'un un truc, dites, regarde, ça marche, refais-le. Mais 99 fois sur 100, elle échoue. C'est très compliqué de répliquer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir le mettre en œuvre, le processer et réussir à l'exécuter. L'exécution est capitale. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a que Rocket Internet qui arrive à faire ça. Ce qui veut dire donc qu'à un moment donné, même si vous pouvez faire appel aux mêmes idées, aux mêmes compétences, etc., c'est votre capacité d'exécution qui va faire la différence avec vos concurrents. Donc ça n'enlève rien à la capacité de se distinguer, je pense, sur le marché. Oui, peut-être juste pour ajouter, il se trouve qu'il y a près de 20 ans, c'était un groupe de travail qui était au commissariat au plan, sous la présidence d'un président je dirais médical, donc je ne vais pas donner le nom. Il se trouve que l'un des groupes de travail était, justement, dont j'étais rapporteur, était sur l'externalisation de la R&D. Et on ne comprenait pas pourquoi, dans les données statistiques que nous avions, que nous recueillions, pourquoi la R&D externalisée, alors que c'est quelque chose d'extrêmement stratégique, a doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, on est allé regarder à la fois les publications internationales, les analyses au niveau national, des auditions. Et au fond, ce qu'on nous expliquait, ce qu'on constate aussi aujourd'hui, d'abord, c'est que l'innovation, aujourd'hui, on dit innovation ouverte, mais en fait, l'innovation se fait à la frontière des secteurs. Elle est à la frontière des disciplines. Et quelle que soit, je dirais, l'entreprise même de taille mondiale, vous prenez même les GAFA, aucune n'a en interne toutes les capacités nécessaires pour développer ses produits et services seule, avec ses ressources, je dirais, et compétences internes. Donc ils font tous appel à l'extérieur pour, c'est ce qu'ils appellent sous l'appellation Open Innovation, mais en fait en réalité c'est faire appel à des compétences externes de la recherche déjà publique, parce que souvent ces entreprises ils se localisent là où il y a les centres mondiaux dans les disciplines, ou en tout cas scientifiques aussi, qui les intéressent le plus. Il y a aussi
le fait d'aller dans l'endroit où il y a le plus d'entreprises qui sont aussi utilisatrices de leur technologie, donc en fait dans les clusters. Donc il y a aussi l'innovation en faisant appel à la demande, innovation avec les fournisseurs. Donc en fait, tout cela fait que l'innovation ne peut pas être faite, ou toute la créativité ne peut pas être faite au sein de l'entreprise. Il y a un appel à ces compétences externes, et comme vous l'avez rappelé, ça se fait aussi dans les startups. Donc heureusement, donc justement, et c'est une aubaine, je dirais, pour ceux qui veulent créer des entreprises, des startups, c'est quand ils ont une idée innovante, eh bien, ils se lancent. On se pose la question du financement de l'innovation, notamment disruptive, mais après, effectivement, quand ça marche, vous voyez ces grands groupes venir pour racheter. Donc l'externalisation, qui était quand même un phénomène qu'on a vu déjà depuis 20 ans, se développe et continue à se développer, et c'est normal compte tenu des transformations qu'on connaît, je dirais, en matière d'innovation. Peut-être juste un petit peu pour dire qu'on peut quand même distinguer la R&D pure et la créativité. Vous parlez de créativité, et ce que j'entends et ce que je trouve inquiétant dans ce que vous dites, mais parce que c'est tellement vrai, c'est que la créativité quand même reste un actif stratégique aussi pour l'entreprise, et surtout très attractif pour les jeunes qui vont rejoindre les entreprises. Donc je pense qu'il faut faire attention en tout cas à ne pas sacrifier dans les grands groupes, ni dans les petits d'ailleurs, cette créativité, ce potentiel de créativité, parce que c'est le premier élément qui fait qu'un jeune aujourd'hui n'ira pas dans une entreprise s'il n'a pas le sentiment qu'il peut tester ou tenter des choses. Mamed Brissi, INSA Rennes. Le débat est très riche et on voit qu'il y a beaucoup d'aspects. Moi, vous avez invité au débat de notions qui sont en pleine mutation. C'est la notion propriété qui est en train de disparaître. Je pense que M. Jacquet l'avait rappelé. Deuxième notion, c'est la notion de connaissance. Et on a parlé de l'homme augmenté, etc. À un moment donné, et finalement, on voit le seul élément qui était invité au débat jusqu'à ce stade, et très tôt dans le cycle de vie de la chaîne éducative, c'est l'esprit critique. Ça me rappelle des écrits d'un homme célèbre, député du Tarn, qui rappelait en fait cette notion fondamentale déjà il y a quelques années. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais quels sont les fondamentaux sur lesquels nous allons nous appuyer, nous, enseignement supérieur recherche, pour pouvoir accompagner ces nouvelles générations et toutes ces mutations et cette production. Deuxième question que je voulais aussi poser, mais très courte, on est systématiquement sur des notions de service, et quelque part ça rime avec une société de consommation. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose sur lequel il faudrait qu'on puisse aller un peu plus loin pour le clarifier? Merci. Donc des réponses très rapides, parce que je crois que je ne sais pas quel est le temps dont nous disposons encore. Encore 2 heures, non? Environ. Ouais, c'est parti. Alors, regardez un truc. Je vais répondre de façon détournée parce que c'est très compliqué de répondre. Regardez le succès de Yuval Harari avec Sapiens et Homo Deus. Bon. Pourquoi est-ce que ce type vend autant de bouquins sur ce sujet? Parce que finalement, il a réussi à concentrer, dans un livre qui n'est pas un livre de poche, il y a 2 fois 600 pages, ça vous occupe un été, voire 2. Parce qu'à un moment donné, il a montré qu'en réalité, pour appréhender le monde, il fallait retrouver cette capacité de le voir à 360 degrés ou en relief ou en 4 dimensions, en 5 dimensions, comme vous voulez, mais il faut le voir en entier. Ce qui signifie qu'on peut faire appel à l'anthropologie, à la sociologie, à l'histoire, à la science, que même si on a eu tendance, et c'était louable, de créer des spécialistes, à un moment donné, le plus grand danger de la spécialité, c'est de penser que le monde tourne autour de sa spécialité. Et d'oublier qu'en fait, ce n'est qu'un des maillons d'une chaîne de l'humanité incroyable. On voyait encore le prix Nobel qui est remis à celui qui a prolongé l'étude sur les ondes gravitationnelles. C'est un truc énorme. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on doit parler de savoirs fondamentaux, c'est simplement ce que disaient nos 2 amis, c'est simplement juste de redonner, même dans des filières spécialisées, le goût non seulement de l'esprit critique, mais de l'obligation d'apprendre le monde. C'est-à-dire d'avoir une phase de son apprentissage qui est simplement de c'est quoi le monde, d'où il vient, comment il fonctionne, d'où il va, avec multidisciplinaire. Et c'est vrai que pour moi, moi j'ai monté ma première boîte à 27 ans et j'ai retrouvé du coup ce matin André, qui était le cousin d'un de mes associés que je n'avais pas vu depuis 24 ans. Donc c'est un truc incroyable. Bon. Mais
Quand j'ai monté ma première boîte, j'ai découvert que c'est tellement prenant d'être entrepreneur que je crois que je n'ai pas ouvert un bouquin pendant au moins 15 ou 16 ans. Et j'étais pauvre, je veux dire. Et je me suis aperçu en montant l'observatoire, en m'entourant de sociologues, d'anthropologues, de scientifiques, de politiques, que la plus belle partie de ma vie depuis 2 ans venait de s'ouvrir parce qu'enfin j'avais accès au savoir des autres. Bon. Donc ce qui signifie qu'en réalité, ce qui m'a manqué pendant 20 ans, c'est de pouvoir m'ouvrir au monde et de le voir en dehors de ma porte à moi. Donc le meilleur service qu'on puisse rendre à des étudiants, quelle que soit la filière, c'est de leur laisser la porte du monde ouverte. Ça passe par la critique, ça passe par un certain nombre de savoirs fondamentaux, mais juste l'envie de s'intéresser à la façon dont fonctionnent les choses. Et rien que de l'anthropologie devrait être une matière fondamentale qu'on enseigne pratiquement partout. C'est un truc extraordinaire, l'anthropologie. Enfin, tous ceux qui ont lu Lévi-Strauss ou même notre Pascal Pic national, c'est savoir d'où vient l'homme est quand même le secret essentiel pour savoir où il pourrait ou ne pas aller. Bon. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Quant au service, je pense qu'en fait, il y a deux tendances. Un, il faut qu'on comprenne aussi qu'avec l'écrasement des classes moyennes dans tous les pays occidentaux, la paupérisation et les écarts de richesse, beaucoup de gens ne choisissent pas l'usage parce que c'est bon sur la planète. Ils choisissent l'usage parce qu'ils n'ont juste plus les moyens de se l'offrir. Ils n'ont plus les moyens de s'offrir la propriété. Qui peut s'offrir à 1 200 € par mois un appartement à 30 000 € du mètre carré à Saint-Sulpice à Paris? Ça n'existe pas. Un appartement à 60 000 € à Monaco ou à Hong Kong ou au Japon, c'est impossible. Bon. Moi, quand je vivais aux États-Unis, là, je regardais cet été les prix à New York. Je ne peux pas m'offrir un appartement à New York, enfin, sauf dans certains quartiers. C'est juste devenu totalement impossible. Donc, ça veut dire que l'économie du service, il faut apprendre, à mon avis, 3 choses. Un, on oublie trop vite que notre population vieillit et qu'il va falloir créer des services pour les plus vieux. Alors, on parle de la silver economy, c'est-à-dire des postes dépendants, 75 ans et plus. Mais qu'est-ce qu'on fait des 55-75 ? D'abord, on doit former les seniors pour qu'ils servent les seniors. Donc je pense que l'enseignement supérieur devrait s'intéresser à récupérer les seniors pour les former et créer des services des seniors. 40% des créateurs d'entreprises américains sont des seniors de plus de 50 ans. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, dans une population qui vieillit, on va surtout offrir des services à ceux qui alimentent le e-commerce mondial aujourd'hui. Et guess what ? Ce n'est pas les moins de 25 ans qui sortent leur carte bleue, c'est les plus de 50. Donc, ça va être effectivement un service à des personnes de plus en plus âgées, et donc rien de mieux qu'un senior pour s'adresser à un senior. Bon. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va falloir une culture de j'invente un produit industriel fantastique, mais il va se consommer sous une forme différente. Donc, je suis ingénieur, je le conçois, je ne vais plus pouvoir seulement concevoir le produit, il va falloir que je conçoive la façon dont il va se vendre et se proposer. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je travaille en interdisciplinaire avec quelqu'un qui, lui, est plus propice ou a plus d'envie ou d'appétence pour le fait de le mettre dans une boucle servicielle ou de le faire lui-même. Donc, c'est-à-dire que là aussi, il faut lui ouvrir les esprits pour, tu n'es pas juste sur ton produit, tu es sur la façon dont il va se vendre. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on apprenne aux gens. Mohamed Larfi l'a dit tout à l'heure, à casser les frontières, parce que c'est transgressif, c'est multifrontière et qu'il faut qu'on leur apprenne qu'ils peuvent être très bons dans une spécialité, mais que cette spécialité n'est plus suffisante à elle-même. En gros. Peut-être juste pour compléter. Alors effectivement, c'est la question de l'esprit critique. Il se trouve que l'enseignement supérieur a une mission à la fois de corriger, mais aussi de développer. Corriger, c'est-à-dire qu'en fait, quand le jeune arrive dans l'enseignement supérieur, il est passé déjà par l'école, par le collège, par le lycée. Alors, il y a un processus cumulatif. Donc l'enseignement supérieur lui-même ne peut pas à lui seul corriger toutes les difficultés rencontrées au cours de tous les maillons du système éducatif. Donc corriger et développer. Sur les aspects vraiment pratico-pratiques, quel type d'esprit critique, c'est quoi les éléments? Il se trouve qu'il y a des travaux qui sont lancés en ce moment par l'OCDE. On n'a pas encore les résultats, donc je ne peux pas vous en parler, donc je peux dire je ne sais pas aujourd'hui. Mais effectivement, c'est prometteur pour voir comment ça se passe dans les autres systèmes, quelles sont les méthodes utilisées, etc. Ce que je peux dire par contre, c'est que l'enseignement supérieur en fait en France, qui est quelque chose d'assez impressionnant, déjà en 30 ans, il a pu quand même relever un défi quantitatif énorme. Il ne faut pas oublier qu'en 30 ans, on a doublé la proportion dans une génération de diplômés de l'enseignement supérieur. Les 55-64 ans, ils sont moins de 20% diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on est sur des cohortes qui sont à 42, voire 44%
diplômés de l'enseignement supérieur. Et donc, mais au-delà de ce défi quantitatif, quand on prend les éléments de performance, des indicateurs notamment, quand on se compare aux meilleurs, puisqu'on avait dans les travaux de France Stratégie choisi un groupe de 11 pays qui avait des performances à la fois, pas seulement performances en termes de réussite scolaire ou universitaire, mais aussi en termes de réduction des inégalités, entre notamment classes. Et bien, il se trouve que les résultats, malheureusement, sont souvent, si je peux m'exprimer ainsi, la France est un élève moyen. Alors, si ça devait être en fait un jury, je dirais, en conseil de classe, il dirait élève moyen, mais peut faire mieux compte tenu de son potentiel et de ses capacités. Et donc, effectivement, il y a un potentiel énorme, il y a un potentiel important, et donc il y a la possibilité de faire mieux. Et donc, le défi pour les années à venir, c'est aussi une montée qualitative. Donc, les tests, qu'ils soient nationaux ou internationaux, montrent qu'on est, pour le moment, toujours à peu près au niveau de la moyenne, alors qu'il y a la possibilité. Et l'enjeu, c'est pas, puisqu'effectivement on parle de l'enseignement supérieur, n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas juste élever le niveau de ceux qui sont bons, mais tirer vers le haut ceux qui sont moins bons. C'est important parce que aussi pour la cohésion sociale, c'est-à-dire que à l'avenir, toutes ces personnes, c'est-à-dire quel que soit le niveau d'éducation du jeune, il faudrait qu'il puisse avoir un bagage en savoir et en connaissance qui lui permettent, je veux dire, de prendre aussi en main son avenir. Donc, parce que ce n'est pas juste une question aussi de l'enseignement supérieur, mais je dirais pour l'ensemble du système éducatif. Juste sur la question de l'esprit critique, juste une chose pour moi, pour nous, encore une fois au CFJ, à l'école W, il y a quatre fondamentaux à l'esprit critique. Le premier, c'est quand même les savoirs. C'est-à-dire on ne peut pas avoir d'esprit critique si on ne sait rien. Il ne faut pas rêver. Donc il va bien falloir savoir des choses. Et donc faut savoir, faut apprendre, il faut comprendre ce qui se passe autour. Donc le savoir se cultive et vous le faites tous et on le fait tous à notre échelle. Il y a un deuxième aspect qui est l'indépendance d'esprit. La capacité à penser contre soi-même. C'est qu'une fois qu'on sait les choses et qu'on en apprend des nouvelles, à quelle distance on se met de ce qu'on est en train d'apprendre. Encore une fois, on n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit critique. La troisième chose, ce qu'on appelle dans le journalisme la vérification simplement, est en fait un travail de recherche, de confrontation. On sait, on vérifie, on est capable de croiser les avis d'un expert économiste, d'un livre, d'un film, de son expérience personnelle. Voilà, on vérifie et on travaille pour le faire. Et la quatrième, et là ça nous concerne tous, c'est la stimulation de l'esprit critique. Ça se fait notamment dans chaque exercice qu'on fait nous, mais que vous faites, j'en suis sûre aussi. À chaque étape d'un projet est l'occasion d'exercer un esprit critique. C'est le moment d'un brief, d'un travail, c'est un débrief avec un intervenant, avec un jury, c'est un travail collectif avec d'autres étudiants. C'est la stimulation permanente et bienveillante de l'esprit critique. Est-ce qu'on est capable de se remettre en question sans se sentir jugé? Et d'ailleurs, l'école, encore une fois, sert de modèle pour ça. Est-ce que nous, enseignants, directeurs d'école, on est capable aussi de remettre en question nos savoirs sur l'éducation, ce qu'on nous-mêmes on a appris à l'école et comment on a été formés et sélectionnés pour repartir sur de nouveaux modèles. Donc je pense que cette stimulation, bien sûr, est essentielle. Oui. Questions. Oui, Jean-Christophe Auguel, École de management de Normandie. Je suis également président de CIGEM. Donc en fait, je vous remercie pour les discussions que vous pouvez avoir lors de cette table ronde qui converge en grande partie avec le livre blanc qu'on avait présenté le 18 mai au sein de la conférence des grandes écoles. Avec vous également, Madame Joly, on avait fait la table ronde, et notamment sur la partie esprit critique, qui est une des propositions, reconnaître l'excellence et les pédagogies innovantes dans l'enseignement supérieur. D'ailleurs, j'invite dans la salle ceux qui ne l'auraient pas encore lu ou qui n'auraient pas encore un exemplaire de le demander à Françoise Gros, puisque Françoise en a encore quelques exemplaires, comme elle le disait hier. En fait, ma question est en deux temps. La première, elle s'adresse à Monsieur Jacquet, de savoir si vous avez observé au sein de votre observatoire des formes plus ou moins abouties d'ubérisation de l'enseignement supérieur. Donc la question de la plateformisation de nos diplômes, une forme de démantèlement qui pourrait à terme se faire pour les diplômes que délivrent les universités ou les grandes écoles. Et puis par rapport à mes collègues des grandes écoles, comment nous, établissements d'enseignement supérieur, nous pourrions, je dirais, intelligemment
réagir à cette ubérisation possible de nos diplômes, pour ne pas se retrouver recroquevillés, peut-être comme le font peut-être les taxis par rapport à Uber. Nous, on peut réagir sûrement intelligemment par rapport à ça, mais si on anticipe et si on est amené nous-mêmes à changer un certain nombre de choses, donc comment vous verriez ça, vous, directeur d'établissement d'enseignement supérieur, de grande école? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qu'on pourrait poser dans la foulée, sachant qu'on fera un dernier tour de réponses? Oui, Pascal Payan, délégué général de l'AGERA, Alliance des grandes écoles Rhône-Alpes-Auvergne. Un des intervenants a posé la question du sens pour les étudiants. Et moi, je voulais parler d'un chantier qu'on mène en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Élance et qui porte sur le thème « Comment mieux former les étudiants aux thématiques de santé et qualité de vie au travail pour mieux accompagner les mutations du travail », ce qui a été évoqué tout à l'heure lors de la table ronde, et contribuer aussi à la performance globale des entreprises. Donc il me semble que c'est, quand on parle de sens, de formation et de pédagogie, il me semble que ce sont des éléments qui sont déjà pris en compte dans les écoles, mais qui restent, je dirais, à développer dans les enseignements. Et je voulais aussi parler du colloque de l'ANACT qui a lieu la semaine prochaine à Paris, sur le thème de comment mieux... le management de la qualité de vie au travail, est-ce que ça s'apprend? Voilà, et c'est dans le cadre d'une semaine sur la qualité de vie au travail qui aura lieu la semaine prochaine. Merci Madame Payan. Bernard Vito. Pour terminer, encore un complément de question. En vous écoutant, et notamment Monsieur Arfi, j'ai comme le sentiment que l'actuelle prédominance, hégémonie de la pièce de puzzle enseignement supérieur par rapport à ce que sont finalement les besoins en formation, en émancipation, en réussite des jeunes vers l'accès à la société, va peut-être avoir tendance à être rééquilibré vers une forme d'importance donnée plus peut-être en avant à des pièces de puzzle qui précèdent l'enseignement supérieur. J'ai comme le sentiment en vous écoutant que finalement, en revenant sur ce que sont les apports particuliers qui sont les nôtres par rapport à ce qui a précédé dans l'éducation et dans la chaîne instructive, j'ai comme le sentiment qu'en fait le problème est bien plus général que celui qui nous est posé à nous. Et j'ai comme le sentiment aussi que par rapport aux questions et à la remise en cause que vous nous proposez d'assumer, c'est carrément la pièce de puzzle enseignement supérieur qui se trouve être questionnée par rapport à l'ensemble de cette chaîne éducative. Merci. Merci Bernard. Donc, moi je crois qu'on va aller vers les réponses à tous ces aspects et ensuite, s'il y a des questions supplémentaires, elles pourront nourrir aussi le temps de pause que nous aurons avant la partie finale de la matinée. Donc, ubérisation de l'enseignement supérieur. Alors, en fait, on voit des morceaux pour l'instant. C'est-à-dire que les gens qui lancent... moi, j'ai une boîte de e-learning depuis 15 ans. Donc, j'ai vraiment été dans les plâtres de cette profession en 2000. Je crois que j'étais une des 3 premières boîtes de formation à distance sur Internet en France. Ce qui m'a valu d'avoir peur de déposer le bilan à peu près tous les ans pendant au moins 3 ans. Mais... on s'aperçoit que chacun dans le monde s'est emparé de 2 philosophies différentes. Soit il y a la philosophie Coursera, en disant on va mettre online tous les savoirs possibles de la Terre de façon néanmoins assez pratique pour répandre le savoir. Et c'est ce type d'origine indienne, présent aux États-Unis, qui est un type assez brillantissime, qui a monté Coursera avec le succès qu'on connaît, etc. Après, il y a une philosophie plus pratico-pratique en disant je te donne une compétence dont tu as besoin pour trouver un job. C'était votre débat tout à l'heure dans la précédente intervention. Et c'est des choses comme Lynda, que vous avez peut-être vu, cette boîte américaine qui faisait plutôt du Photoshop, du software, enfin en gros des logiciels de façon générale, en disant aujourd'hui il y a toute une population qui a besoin de maîtriser ces logiciels. Si on prend la France, il manque sur la France entière à peu près 80 à 100 000 codeurs, programmeurs, etc. Sans parler des ingénieurs, mais ça vous savez le problème mieux que moi, on n'en a pas assez. Et donc du coup, ils ont dit, il y a des jobs à pourvoir, il y a des formations très coûteuses pour le faire, il n'y a pas besoin d'aller en salle pour ça. Et, alors, je prends l'exemple de Photoshop, qui est le truc le plus con de la Terre, mais grosso modo, tu apprends Photoshop, ça te coûte quelques dizaines de dollars par mois, et Lynda a créé en moins de... avant d'être acheté par LinkedIn l'année dernière pour 1,5 milliard, ça faisait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires quand ça a été racheté, etc., pour 1,5 milliard par LinkedIn la dernière fois. Donc ça signifie que pour l'instant, le monde de l'éducation s'est vu
capturés ou capitalisés par des acteurs qui venaient pas de l'éducation. Hein. C'est comme dans toute l'ubérisation, la plupart du temps, on se retrouve avec un concurrent qui vient pas de votre secteur. Donc c'est là où est le danger, c'est qu'on regarde à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il fait lui, sauf que c'est quelqu'un que vous voyez pas qui arrive. Donc en fait, il ne faut plus regarder à droite, à gauche, il faut regarder en dehors et anticiper. Bon. Donc, ils sont emparés de choses quand même qui aboutissent sur une capacité à vous insérer dans la vie professionnelle de façon rapide et à l'américaine, parce que tu investis, tu as un retour sur investissement, il est mesurable, donc tu continues à acheter. Après, il y a l'autre philosophie qui est celle de Stanford à l'origine avec les MOOC, en disant on va se faire une belle vitrine gratuite avec nos meilleurs profs, on va les mettre en ligne et tout ça, ça va donner envie aux gens de la terre entière de se payer un MBA à 150 000 $, dont une partie est en ligne et plus physique. Donc en plus, je multiplie mon chiffre d'affaires de façon extraordinaire. Donc ça, c'est déjà des formes de plateformisation, de mise à distance beaucoup plus massive dans un pays comme la France. Et moi, je l'ai vécu durement, hein, puisque j'ai dû partir à l'étranger à cause de ça, mais j'en suis ravi maintenant de passer 10 ans à l'étranger, parce que j'ai bien vu que la résistance à la formation à distance en France était juste colossale. Le marché a commencé en 2009, 9 ans avant de faire naître ce marché. Bon. Et moi, je me souviens qu'en dernière année d'HEC, donc j'ai fait la majeure juridique et fiscale, et de façon très honteuse, on nous avait donné accès à un DESS de fiscalité avec la fac de Sceaux qui était voisine. Et donc, il y avait 20 élèves. Et du coup, on accédait à un DESS sans avoir fait à l'époque un DUG, une licence, une maîtrise. Bon. Mais on a assisté à quelques cours magistraux en amphi. Je me suis dit, mais à quoi sert un cours magistral ? Dire, en gros, le lendemain, vous repreniez à l'époque, hein, je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, un polycopier, vous restiez chez vous et c'était fini. Donc aujourd'hui, un outil numérique et c'est terminé. Donc le savoir fondamental d'un cours n'a plus aucun lieu d'être aujourd'hui. On devrait être capable de mettre ça en ligne, ça suffit. La difficulté de l'exercice, elle est dans la mise en pratique, dans les cas pratiques et dans la rencontre entre un prof et des élèves qui travaillent ensemble et mettent ça en place. Donc, en réalité, la première révolution pédagogique pour ne pas vous faire manger, c'est de débarrasser le monde de tout ce qui est inutile, c'est-à-dire le cours didactique avec 150 personnes dans un amphi qui ne sert à rien du tout, sauf si l'intervenant est brillant et ça arrive une fois sur 1000. Hein. Et à partir de ce moment-là, déjà, c'est des coûts de gestion beaucoup plus bas, une capacité de les disséminer très en dehors de votre lieu physique pour les disséminer partout. Et ça me paraît une première chose, mais dont on pourrait parler déjà depuis 10 ans. Ça devrait déjà être fait. Bon. La deuxième chose, c'est que, et on n'en a peut-être pas assez parlé pendant aujourd'hui, mais j'avais promis une réponse courte. La deuxième chose, c'est de parler, on a parlé des contenus, mais on n'a pas parlé de ceux qui les dispensent. C'est-à-dire la vraie révolution, elle est dans la pédagogie. La vraie révolution, elle est dans les personnes qui dispensent cette nouvelle forme de savoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui va se diffuser en ligne, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il sache parler, il faut qu'il sache se présenter, qu'il sache respirer, qu'il sache donner envie derrière une caméra tout seul. C'est plus du tout les mêmes compétences. D'ailleurs, on pourrait même penser que demain, c'est un acteur qui fait ces trucs derrière un truc et non pas le prof lui-même, parce qu'au moins il sait respirer, il a une diction, il sait le faire. Et moi, je me rappelle ma première vidéo, pour 1 minute 30, j'ai tourné 4 heures. C'est juste un exercice épouvantable. Mais on n'a jamais appris à nos profs, et on n'a jamais exigé à nos profs de donner envie de les écouter. Donc la première révolution, c'est déjà d'avoir des gens qui donnent envie. Hein, parce que pour apprendre, il faut avoir envie d'apprendre. Et la deuxième révolution, c'est effectivement de se dire, mais on est plein d'écoles en France. On est un tout petit pays de 65 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on franchit les frontières de notre école pour prendre les meilleurs partout, les mettre dans une enceinte numérique et faire de la France le champion du monde de l'éducation numérique, parce qu'on aura su prendre les meilleurs partout. Et non seulement les meilleurs dans le contenu, mais dans les meilleurs dans la façon de le faire connaître et d'en donner envie. Donc ça veut dire que 10, 20, 30 écoles devraient être capables de mettre en commun ce que fait une plateforme aujourd'hui, c'est-à-dire elle va chercher tous ceux qui sont capables qui ne se connaissent pas, qui n'appartiennent pas à la même entreprise, et les mettre ensemble, ils offrent le service. Donc aujourd'hui, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a encore HEC, le SCP et les SEC ? C'est débile. Il faut mettre tout ça dans une enceinte numérique, et on prend les meilleurs, on en fait des ambassadeurs incroyables, et tout le monde va rêver d'un truc, c'est de venir chez nous parce qu'ils sont super bons et qui donnent envie d'apprendre. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut casser nos frontières, parce que votre plus grand danger, c'est de rester à l'intérieur de vos murs. Mais ça, je vous le dirai à vous, comme on le dirait à plein d'autres professions. Le danger aujourd'hui, Mohamed Arfi l'a dit, notre ami l'a dit, c'est de penser que tout se passe à l'intérieur de chez nous. Aujourd'hui, tout se passe à l'extérieur ou à la frontière.
Donc je pense que aujourd'hui, si vous pensez comme ça, personne ne vous ubérisera jamais parce que vous le ferez encore mieux qu'eux. Parce que vous êtes organisé, vous avez l'habitude, vous avez l'antériorité, vous avez la crédibilité, la légitimité, la marque parfois. Et vous avez un avantage incroyable par rapport à toutes ces plateformes. Sauf qu'il faut le faire avant eux. Donc en fait, il faut s'auto-ubériser avant que d'autres ne le fassent à votre place. Ça sera le dernier mot de M. Jacquet. On va passer encore la parole rapidement. à M. Arfi pour répondre à l'une ou l'autre question. Effectivement, j'avais développé davantage la question de l'enseignement supérieur parce que c'est le sujet, en tout cas, c'était la question qui était posée. Mais j'ai rappelé que notre système éducatif, c'est aussi un problème de transition entre les différents maillons. Ça, il faut réussir déjà ces transitions, hein, dont j'ai parlé. Il faut rappeler, donc, si vous voulez quelques chiffres, je n'ai pas voulu vous donner quand même beaucoup de chiffres, mais aujourd'hui, par exemple, dans le lycée, vous avez autant d'élèves que dans l'enseignement supérieur. C'est que vous avez aujourd'hui à peu près, je ne donne pas les chiffres exactement, mais 2 500 000 lycéens, dont à peu près un tiers dans l'enseignement général, un tiers dans l'enseignement technologique et un tiers dans l'enseignement professionnel, ça fait 700 000, 2 100 000, et les 300 000 de plus, c'est tous ceux qui sont par apprentissage, en formation par apprentissage. Dans l'enseignement supérieur, c'est 2 millions, à peu près, près de 2 500 000. Donc ce que je veux dire, c'est que la question se pose déjà au amont de l'enseignement supérieur. Donc c'est pour ça que j'avais parlé de corriger et développer. Donc c'est un défi qui est posé à l'ensemble des maillons de notre système éducatif. Ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur. Mais l'enseignement supérieur a des défis. Enfin, je vous donne aussi, si vous voulez, quelques chiffres qu'on cite. Quand on pense que 20% des étudiants qui poursuivent dans le supérieur sortent chaque année sans le moindre diplôme de l'enseignement supérieur. Quand vous prenez l'enquête du CEREC, comme ils n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur, on leur dit quel est votre diplôme le plus élevé, ils mettent baccalauréat. Ce qui explique pourquoi la proportion de ceux qui sortent avec un niveau bac est très élevée. C'est 70 000 étudiants. 70 000 qui ont peut-être, et c'est pour ça que tout à l'heure on avait insisté sur le fait de transmettre des savoirs, mais aussi des compétences. Or, la plupart de ces compétences ne sont pas validées ou valorisées. Donc, de fait, le jeune dit « j'ai le bac ». Je n'ai pas. Alors, peut-être qu'il a passé 1 an ou 2 ans, il a peut-être acquis des compétences en matière informatique, en langue et autres, mais comme il n'a pas réussi finalement le diplôme, eh bien, comme vous le savez, en France, la valeur du diplôme reste quand même élevée, eh ben, il dit « j'ai le baccalauréat ». Donc, en fait, 70 000 quand même étudiants, c'est l'équivalent de 2 universités de taille moyenne qui sortent chaque année sans rien, sans aucune validation. Quand même, ça interroge notre système d'enseignement supérieur sur, y compris, les validations, les process, l'offre de formation, etc. Donc ce sont quand même des questions qu'il faut, il me semble, se poser. Et j'insiste sur la question des savoirs et des compétences. Donc c'est pas juste, je dirais, une demande des experts ou d'autres. C'est aussi une demande, je dirais, des étudiants eux-mêmes et des familles. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi que leurs enfants aient des compétences qui leur permettent à la fois de mieux s'insérer sur le marché du travail, mais aussi je dirais d'être un peu plus autonome, notamment dans leur avenir professionnel, de pouvoir être mobile professionnellement, géographiquement, etc., etc. Ce sont des questions qui ont été évoquées hier dans l'atelier Bachelor, notamment. Madame Joly, le mot de la fin. Je vais être rapide, je crois que vous avez tous envie de faire une pause. Très rapidement, peut-être pour dire quand même que l'ubérisation, moi je suis un tout petit peu, j'ai un petit bémol à apporter. Je pense que j'ai jamais vu d'étudiants se battre pour être aussi souvent à l'école, dans l'école. Depuis qu'ils ont, nous, un accès jour, nuit, soir aux locaux, on les chasse littéralement parce qu'ils pourraient rester la nuit et le jour et les vacances scolaires ensemble. Donc ils ont vraiment besoin, je pense, d'être ensemble pour apprendre et pour travailler. Donc oui, la classe inversée, nous on la pratique tous les jours et ça fonctionne très bien. Remettons en ligne les choses qui n'ont pas de place à l'école, mais je crois quand même que notre travail, le lieu de l'école, et notamment aussi, ça pose plein de questions passionnantes sur l'aménagement de ces lieux, comment est-ce qu'on travaille, comment on se sent bien à l'école et comment on s'y sent chez soi. C'est très important et fondamental. La deuxième chose sur l'enseignement secondaire, moi je suis très frappée parce que je cherche
tous les jours, pour l'école W et pour le CFJ, des étudiants qui soient à la fois tête bien faite, créatifs, du potentiel. Et je dois dire que le lycée, je ne parlerai pas du bac, mais le lycée me semble être encore un très bon lieu d'enseignement généraliste. Moi, je suis frappée parce que c'est encore le dernier endroit où les étudiants peuvent faire, où les lycéens, peuvent faire de la philosophie, des maths, de l'histoire géo, des matières extrêmement différentes, mais aussi du sport, aussi du théâtre, un groupe de rock, de l'option cinéma. Enfin bref, le lycée tel qu'il existe aujourd'hui en France, je trouve, offre cette palette très large d'enseignement qui laisse aux étudiants le choix. Et je trouve que c'est très riche, en tout cas dans ceux qui arrivent. Alors après, il y a plein de choses qui ne vont pas, notamment au niveau de français, à mon sens, de maîtrise du français et le niveau d'anglais. Mais quand même, on a des fondamentaux qui fonctionnent. Une dernière chose, peut-être encore deux choses, sur le sens et les conditions de travail à la sortie. La question de l'épanouissement de l'étudiant à l'école et après l'école, à mon avis, est centrale. Qu'est-ce qu'on lui propose comme pédagogie, mais aussi comme perspective après l'école? Ce qu'il veut faire, son projet, à quel point on l'écoute, on l'encourage et on l'accompagne, quitte à lui laisser le temps aussi de changer d'avis et de changer lui-même, parce qu'il va grandir évidemment entre 18 et 25 ans, et qu'on puisse suivre ça et s'adapter à ces méandres, ça me paraît fondamental. Et ça fonctionne très bien quand on est capable de le faire. Dernière chose, à propos des marques des écoles et l'ubérisation des écoles elles-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi un peu à coopérer vraiment. C'est-à-dire que je pense que la coopération entre établissements, c'est pas qu'une question de logo qui s'additionne. C'est pas la gloire d'avoir sur son site le maximum de grandes écoles. C'est aller chercher en dehors de ce qu'on sait faire, ce que d'autres écoles font mieux que nous, et travailler vraiment ensemble sans intérêt financier, en réalité, dans le seul intérêt des étudiants eux-mêmes, et donc finalement dans la coopération, à mon avis, constructive. Voilà, j'arrête là, merci. Merci Madame Joly, Monsieur Arfi, Monsieur Jacquet. On les applaudit. Et on vous encourage à poursuivre ces discussions. Merci à nos intervenants. Je crois que c'était très passionnant et je remercie également Marc Renner d'avoir accepté au pied levé d'animer cette table ronde.